un millionnaire remarqua une petite mendiante qui le suivait. Curieux, il décida de découvrir pourquoi elle le regardait. Ce qu'il découvrit changea tout ce qu'il croyait dans la vie. La vérité derrière la fillette touchera votre cœur. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. On continue. Alexandre Boisnoir se tenait devant la fenêtre allant du sol au plafond de sa suite penthouse, contemplant le paysage scintillant de Paris. La vue était à couper le souffle, témoignage de sa réussite, mais il ne ressentait qu'un vide rongeant à l'intérieur. À 45 ans, il avait amassé une fortune dont la plupart ne pouvaient que rêver. Mais la richesse, comme il l'apprenait, était un pauvre substitut à une véritable connexion humaine. Avec un soupir, il se détourna de la fenêtre et prit sa veste sur mesure. Encore une journée, encore une série de réunions avec des gens qui ne le voyaient que comme un chéquier ambulant. Il redressa sa cravate, une habitude née d'années de perfectionnisme, et se dirigea vers l'ascenseur. En sortant dans les rues animées de Paris, Alexandre ressentit la sensation familière d'anonymat l'envahir. Ici, au milieu de la mer de visages, il n'était qu'un costume de plus dans la foule. C'était un sentiment qu'il en était venu à chérir, un bref répit du poids des attentes qui accompagnaient son nom et sa position. Il commença son rituel quotidien, une promenade sinueuse à travers les rues de la ville. Cela avait commencé comme un moyen de s'éclaircir les idées avant des réunions importantes, mais au fil du temps, c'était devenu quelque chose de plus. Ces promenades étaient sa bouée de sauvetage, une connexion ténue avec le monde extérieur à sa cage dorée. Alors qu'il déambulait, l'esprit d'Alexandre vagabondait vers la réunion du conseil d'administration prévue plus tard dans la journée. Une autre acquisition était sur la table, une autre entreprise à intégrer dans l'empire Boisnoir. Il aurait dû se sentir excité, triomphant même, mais tout ce qu'il pouvait rassembler était un vague sentiment de résignation. Perdu dans ses pensées, il faillit manquer le premier signe que quelque chose n'allait pas. Un mouvement furtif dans sa vision périphérique disparut presque aussitôt qu'il l'eut enregistré. Il secoua la tête, l'attribuant à l'agitation générale de la ville. Mais alors qu'il continuait à marcher, la sensation persistait. Quelqu'un l'observait. Faisant attention à ne pas rompre sa foulée, Alexandre scruta ses environs. La rue était bondée de la foule matinale habituelle, des navetteurs pressés, des touristes prenant des photos, des vendeurs de rue s'installant pour la journée. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire, et pourtant, là, une petite silhouette se faufilant entre les jambes des passants, restant toujours à la limite de sa vision. La curiosité d'Alexandre était piquée. Qui le suivrait et pourquoi? Il envisagea d'appeler son équipe de sécurité, mais hésita. C'était la chose la plus intéressante qui lui soit arrivée depuis des mois, et il répugnait à la laisser se terminer si rapidement. Au lieu de cela, il décida de jouer le jeu. Il tourna dans une rue moins fréquentée, vérifiant ostensiblement sa montre, comme s'il venait de se souvenir d'un rendez-vous. Tout en marchant, il resta alerte, attendant que son mystérieux suiveur fasse un mouvement. Il n'eut pas à attendre longtemps. Une petite main, rapide comme l'éclair, plongea dans sa poche. Alexandre fit volte-face, apercevant des yeux écarquillés et surpris avant que le pickpocket ne disparaisse dans la foule. Mais c'était suffisant. Dans ce bref instant, il avait vu non pas un criminel endurci, mais une enfant, une fille d'à peine 10 ou 11 ans. Sans réfléchir, Alexandre se lança à sa poursuite. Il se faufila à travers la foule, gardant les yeux fixés sur la petite silhouette toujours à quelques pas devant lui. Elle était rapide et agile, se baissant et esquivant avec l'aisance de quelqu'un qui connaissait ces rues comme sa poche. Mais Alexandre était déterminé, poussé par une curiosité qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. La poursuite le mena plus profondément dans la ville, loin des gratte-ciels étincelants, et dans des quartiers où il n'avait jamais mis les pieds auparavant. Les rues devenaient plus étroites, les bâtiments plus délabrés. Alexandre remarqua à peine les regards qu'il attirait dans son costume coûteux. Toute son attention était concentrée sur la fille, qui maintenant jetait des regards en arrière plus fréquemment, son visage un mélange de peur et de détermination. Finalement, elle se précipita dans une ruelle. Alexandre la suivit, pour se retrouver dans un cul-de-sac. La fille n'était nulle part en vue, mais un escalier de secours rouillé menait le long d'un bâtiment abandonné. Sans hésitation, il commença à grimper. En atteignant le sommet, il entendit des voix jeunes, pleines d'urgence et d'inquiétude. Il jeta un coup d'œil par-dessus le bord du toit et se figea devant la scène qui s'offrait à lui.
La fille était là, essoufflée par la course, mais elle n'était pas seule. Un groupe d'enfants se pressait autour d'elle, leur visage un mélange de curiosité et de méfiance. Mais ce qui attira l'attention d'Alexandre fut la petite silhouette allongée sur un lit de fortune, fait de cartons et de couvertures en lambeaux. C'était un jeune garçon, le visage rougi par la fièvre, sa respiration laborieuse. La fille vidait ses poches en sortant non seulement le portefeuille d'Alexandre, mais aussi une collection de petites monnaies et de billets froissés. Elle tendit quelques pièces à un garçon plus âgé qui hocha gravement la tête et descendit l'escalier de secours. Alors qu'Alexandre regardait, fasciné, la réalité de la situation commença à le frapper. Ce n'étaient pas juste des enfants des rues causant des méfaits. C'étaient des survivants, s'unissant face à des circonstances qu'ils pouvaient à peine imaginer. Pour la première fois depuis des années, Alexandre sentit quelque chose remuer en lui. Ce n'était pas de la pitié. Ces enfants, avec leur féroce détermination et leur loyauté les uns envers les autres, étaient au-delà de cela. Non, ce qu'il ressentait était un sentiment croissant de but, une réalisation que peut-être sa richesse et son influence pourraient être utilisées pour quelque chose de plus que simplement accumuler plus de richesse et d'influence. Alors qu'il se tenait là, caché de leur vue, Alexandre Boisnoir prit une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi la vie de ses enfants et de countless autres. Il ne savait pas comment, il ne savait pas quand, mais il savait avec une certitude absolue qu'il allait les aider. Avec des mouvements prudents, pour ne pas effrayer les enfants, Alexandre commença à descendre l'escalier de secours. Son esprit bouillonnait déjà de plans et de possibilités. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant, énergisé par le défi qui se présentait à lui. En atteignant le sol et en remontant dans la rue, Alexandre réalisa que son portefeuille était le cadet de ses soucis. Il avait perdu quelque chose de peu de conséquence, mais gagné quelque chose d'inestimable, une chance de faire une réelle différence, de combler le vide qui le tourmentait depuis si longtemps. Avec une détermination retrouvée dans sa démarche, Alexandre se dirigea vers les rues familières de son monde. Mais il savait que plus rien ne serait jamais pareil. Le millionnaire solitaire avait trouvé son but, et il était prêt à l'embrasser de toutes ses forces. Le lendemain, Alexandre Boisnoir se retrouva debout à l'entrée de la ruelle dans laquelle il avait poursuivi la jeune fille. Les rues animées de Paris continuaient leur rythme implacable derrière lui. Mais ici, dans ce coin oublié de la ville, le temps semblait s'être arrêté. Le contraste entre ses chaussures polies et le trottoir crasseux était saisissant, une représentation physique des deux mondes dans lesquels il se trouvait maintenant à cheval. Il prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui l'attendait. Dans sa main, il serrait un sac rempli de produits de première nécessité, nourriture, eau, fournitures médicales de base. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Alexandre avait passé une nuit blanche à se débattre avec la meilleure façon d'aborder cette situation. Son premier instinct avait été d'appeler les services sociaux, de laisser le système s'en occuper. Mais quelque chose le retenait. Le souvenir des visages de ses enfants, leur féroce instinct de protection les uns envers les autres, le faisait hésiter. Il ne savait que trop bien à quel point les bureaucraties pouvaient être impersonnelles et inefficaces. Avec des pas prudents, Alexandre monta l'escalier de secours. Le métal grinçait sous son poids et il grimaça à chaque son, craignant d'effrayer les enfants. En approchant du sommet, il entendit des voix étouffées et le raclement de pieds contre le béton. Il savait qu'il arrivait. Il s'arrêta au bord du toit, puis leva lentement la tête. La scène devant lui était à peu près la même que la veille, mais maintenant les enfants étaient alertes, méfiants. Le garçon plus âgé qu'il avait vu hier se tenait de manière protectrice devant les autres, son attitude défensive. La jeune fille qui avait pris son portefeuille était là aussi, ses yeux écarquillés avec un mélange de peur et de défi. « Je ne suis pas là pour vous faire du mal », dit doucement Alexandre, levant les mains pour montrer qu'il ne voulait aucun mal. « J'ai apporté des provisions, de la nourriture, des médicaments. Je veux vous aider. » Les yeux du garçon plus âgé se plissèrent. « Nous n'avons pas besoin de votre aide, cracha-t-il. » Mais Alexandre pouvait voir le conflit dans ses yeux, la fierté en guerre avec le désespoir. Lentement, Alexandre souleva le sac qu'il avait apporté. « Au moins, prenez ceci, » dit-il. « Il n'y a rien de dangereux dedans, je vous le promets. Juste des sandwichs, de l'eau et quelques fournitures de premiers secours de base. » Pendant un long moment,
Personne ne bougea. Puis la jeune fille s'avança. « Laisse-le, Jules, » dit-elle au garçon plus âgé. « Mathis a besoin de médicaments. » Jules hésita, puis donna un bref hochement de tête. Alexandre posa soigneusement le sac et recula, leur donnant de l'espace. La fille s'élança en avant, saisissant le sac et battant en retraite tout aussi rapidement. Alors qu'elle commençait à fouiller dedans, Alexandre put voir le soulagement sur les visages des autres enfants. « Je m'appelle Alexandre, » dit-il, gardant sa voix douce. « Quels sont vos noms ?» Il y eut une autre longue pause avant que la fille ne parle. « Je suis Léa, » dit-elle. « Ça c'est Jules. Et là-bas c'est Mathis et Sophie. » Elle désigna le garçon malade et une fille plus jeune qu'Alexandre n'avait pas remarqué avant. Alexandre hocha la tête, mémorisant les noms. « Ravi de vous rencontrer tous, » dit-il. « Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance, mais j'aimerais vous aider si vous me le permettez. » Jules ricana. « Pourquoi voudriez-vous nous aider? Qu'est-ce que ça vous apporte ?» C'était une question légitime, une qu'Alexandre s'était posée à maintes reprises au cours des dernières 24 heures. « Honnêtement, je n'en suis pas entièrement sûr, » admit-il. « Mais je sais que je ne peux pas simplement partir et faire semblant de ne jamais vous avoir vu. Aucun enfant ne devrait vivre comme ça. » Ces paroles semblèrent toucher une corde sensible chez Jules, dont l'expression dure s'adoucit légèrement. « On a déjà entendu ça avant, » dit-il amèrement. « Les gens viennent, ils font des promesses, et puis ils partent. On s'en sort mieux tout seul. » Alexandre hocha la tête, comprenant le scepticisme du garçon. « Je ne peux pas prouver mes intentions avec des mots, » dit-il. « Mais je suis prêt à les prouver par des actes. Je reviendrai demain, et le jour d'après, et le jour d'après encore, aussi longtemps qu'il le faudra. » En parlant, Alexandre put voir une lueur d'espoir dans les yeux de Léa. Elle fut rapidement masquée, mais elle était là. Cette minuscule étincelle suffit à renforcer sa détermination. « Tu as dit que Mathis avait besoin de médicaments ?» demanda-t-il, désignant le garçon malade. « De quel type ?» Léa hésita, puis sortit un petit flacon vide de sa poche. « Ça, » dit-elle. « Mais c'est cher. Et on... »« Je vais l'obtenir, » dit fermement Alexandre. « Je l'apporterai demain. » Pour la première fois, la dure façade de Jules se fissura légèrement. « Vous feriez ça ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'incrédulité. Alexandre hocha la tête. « Oui, je le ferai. Et tout ce dont vous avez besoin d'autre. De la nourriture, des vêtements, des couvertures, tout ce qu'il faut pour vous assurer que vous êtes en sécurité et en bonne santé. » En parlant, Alexandre pouvait voir les enfants échanger des regards. Il y avait toujours de la suspicion, mais aussi un espoir prudent. C'était un début. « Je devrais partir maintenant, » dit-il, ne voulant pas abuser de leur hospitalité. « Mais je reviendrai demain, je vous le promets. » Alors qu'il se tournait pour partir, la voix de Léa l'arrêta. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Alexandre fit une pause, considérant soigneusement sa réponse. « Parce que tout le monde mérite une chance, » dit-il finalement. « Et parfois, il suffit d'une seule personne pour faire la différence. » Sur ces mots, il descendit l'escalier de secours, son esprit bouillonnant déjà de plans. Il avait pensé ce qu'il avait dit. Il reviendrait jour après jour, aussi longtemps qu'il le faudrait, pour gagner leur confiance et faire une réelle différence dans leur vie. En marchant vers les rues familières de son monde, Alexandre ressentit un sentiment de but qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Le contraste entre le luxe de son penthouse et la dure réalité des conditions de vie des enfants était saisissant, mais cela ne faisait que renforcer sa détermination. Il sortit son téléphone, annulant ses réunions pour le reste de la semaine. La voix surprise de son assistante enregistra à peine alors qu'il énumérait une liste d'articles à acheter et à livrer à son penthouse. Vêtements, nourriture, fournitures médicales, tout ce à quoi il pouvait penser dont les enfants pourraient avoir besoin. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, Alexandre Boisnoir se sentait vraiment vivant. Le chemin à venir était incertain, parsemé de défis qu'il ne pouvait pas encore prévoir. Mais en pensant aux yeux pleins d'espoir de Léa et à la gratitude prudente de Jules, il savait qu'il était exactement là où il devait être. Le millionnaire solitaire avait trouvé son but, et rien ne l'arrêterait. Le voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas, et Alexandre venait de faire le sien. La vie de ses enfants et la sienne ne serait plus jamais la même. Alors que l'aube se levait sur Paris, Alexandre Boisnoir était déjà réveillé, son esprit bouillonnant de plans et de possibilités. Les événements des 2 derniers jours l'avaient secoué jusqu'au cœur, réveillant une partie de lui-même qu'il croyait depuis longtemps dormante.
Il se tenait dans son vaste dressing, contemplant les rangées de costumes de créateurs et de chaussures faites main, avec un nouveau sentiment de déconnexion. Pour la première fois depuis des années, Alexandre opta pour un simple jean et une chemise unie. En s'habillant, il ne put s'empêcher de rire de l'ironie. Il avait passé toute une vie à construire des murs entre lui et le monde, érigeant une forteresse de richesse et de statut. Maintenant, il démolissait délibérément ces murs, une brique à la fois. Avec un sac plein de provisions, y compris le médicament pour Mathis, Alexandre se dirigea vers le bâtiment abandonné. Les rues étaient plus calmes à cette heure matinale, la ville commençant à peine à s'éveiller. En marchant, il se surprit à remarquer des détails qu'il avait négligés auparavant. Le sans-abri recroquevillé dans une entrée, la jeune mère se dépêchant pour un service matinal, le balayeur de rue nettoyant méthodiquement le trottoir. C'était comme si un voile avait été levé, révélant un monde auquel il avait été aveugle depuis trop longtemps. En approchant de la ruelle, Alexandre ressentit un mélange d'anticipation et de nervosité. Les enfants seraient-ils encore là? Accepteraient-ils son aide? Alors qu'il montait l'escalier de secours, il se prépara à l'accueil qui l'attendait. À son soulagement, il trouva le toit occupé. Jules était là, sa posture se relaxant légèrement à la vue d'Alexandre. Léa jetait un coup d'œil depuis derrière un abri de fortune, ses yeux s'écarquillant en voyant le grand sac qu'Alexandre portait. « Vous êtes revenu », dit Jules, son ton mêlant surprise et espoir prudent. Alexandre hocha la tête, posant son sac. « Je vous l'avais dit », répondit-il simplement. « J'ai apporté plus de nourriture, quelques vêtements et le médicament pour Mathis. Comment va-t-il » À la mention de Mathis, Léa s'élança en avant. « Il est toujours malade », dit-elle, sa voix teintée d'inquiétude. « La fièvre ne baisse pas. » Le cœur d'Alexandre se serra en entendant la peur dans sa voix. « Puis-je le voir » demanda-t-il doucement. Jules hésita un moment, puis hocha la tête. Il conduisit Alexandre dans un coin du toit où Mathis était allongé sur un tas de couvertures usées. Le visage du garçon était rougi, sa respiration laborieuse. Sophie, la plus jeune du groupe, était assise à côté de lui, sa petite main serrant la sienne. S'agenouillant, Alexandre posa une main sur le front de Mathis. La peau était chaude au toucher, confirmant les paroles de Léa. « J'ai apporté des médicaments contre la fièvre et des antibiotiques, » dit-il, fouillant dans son sac. « Cela devrait aider, mais s'il ne s'améliore pas bientôt, il faudra qu'il voie un médecin. » Le visage de Jules se durcit à la mention d'un médecin. « On ne peut pas, dit-il catégoriquement. Ils appelleront les services sociaux. On sera séparés. » Alexandre hocha la tête, comprenant leur peur. « On traversera ce pont quand on y arrivera, » dit-il. « Pour l'instant, concentrons-nous sur le rétablissement de Mathis. » Tout en administrant le médicament, Alexandre profita de l'occasion pour vraiment regarder les enfants. Leurs vêtements étaient usés et sales, leurs visages pincés par la faim et l'inquiétude. Pourtant, il y avait une résilience dans leurs yeux, une force née de l'adversité qui l'impressionnait et l'attristait à la fois. « J'ai apporté de la nourriture, » dit-il, sortant des sandwichs, des fruits et des bouteilles d'eau. « Et des vêtements propres. Ils seront peut-être un peu grands, mais c'est mieux que rien. » Les enfants se jetèrent sur la nourriture avec une faim à peine dissimulée. Pendant qu'ils mangeaient, Alexandre commença à poser des questions, sondant doucement pour obtenir des informations sur leurs origines et comment ils s'étaient retrouvés dans la rue. Lentement, par à-coups, leurs histoires commencèrent à émerger. Jules, à 15 ans, était le plus âgé. Il s'était enfui d'un foyer d'accueil abusif 2 ans auparavant, jurant de ne plus jamais faire confiance au système. Léa, 12 ans, vivait dans la rue depuis presque 1 an après que le petit ami de sa mère l'ait mise à la porte. Mathis et Sophie, 9 et 7 ans respectivement, étaient bons frères et sœurs dont les parents avaient disparu 6 mois auparavant, les laissant seuls dans leur appartement jusqu'à ce que le propriétaire les expulse. En écoutant, Alexandre ressentit un sentiment croissant de colère et de détermination. Ces enfants avaient été abandonnés par tous les adultes de leur vie, par tous les systèmes censés les protéger. Il fit le vœu silencieux qu'il ne serait pas un autre nom sur cette liste. « Et si, dit-il lentement, une fois qu'ils eurent fini de manger, je pouvais trouver un endroit où vous pourriez tous rester? Un endroit sûr avec de vrais lits et des repas réguliers ?» Les enfants échangèrent des regards méfiants. « Vous voulez dire comme un foyer de groupe ?» demanda Jules, son ton sceptique. Alexandre secoua la tête. « Non, pas un foyer de groupe. Je veux dire une vraie maison. Un endroit où vous pourriez rester ensemble.
où personne ne vous ferait de mal ou ne vous mettrait à la porte. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Un tel endroit existe ?» demanda-t-elle, une pointe de désir dans sa voix. « Il pourrait exister, » dit Alexandre. « Si vous êtes prêt à me faire confiance, je pense que je pourrais le réaliser. » Le toit tomba dans le silence, alors que les enfants digérèrent ces paroles. Alexandre pouvait voir le conflit se jouer sur leur visage, l'espoir en guerre avec la peur, le désir de sécurité luttant contre l'instinct de préservation qui les avait maintenus en vie dans la rue. Finalement, Jules parla. « Comment savoir qu'on peut vous faire confiance ?» demanda-t-il. « Comment savoir que ce n'est pas un piège ?» C'était une question légitime, une à laquelle Alexandre s'attendait. « Vous ne le savez pas, » admit-il. « Tout ce que je peux vous offrir est ma parole, et la promesse que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Je sais que ça ne signifie pas grand-chose pour l'instant, mais je vous demande de me donner une chance. » Il fit une pause, regardant chaque enfant dans les yeux. « Je ne peux pas défaire ce qui vous a été fait, » continua-t-il doucement. « Je ne peux pas effacer la douleur que vous avez traversée, mais je peux vous offrir un avenir, une chance d'avoir une vie meilleure. Tout ce que vous avez à faire est de prendre ma main. » Le silence qui suivit était assourdissant. Alexandre retint son souffle, conscient que ce moment pourrait changer non seulement la vie des enfants, mais aussi la sienne. Il leur offrait plus qu'un simple toit. Il leur offrait de l'espoir, quelque chose dont ils avaient cruellement manqué. Ce fut Léa qui bougea en premier. Lentement, avec hésitation, elle tendit la main et prit celle d'Alexandre. « Je vous crois », dit-elle doucement. Un par un, les autres enfants suivirent son exemple. Même Jules, après un long moment de lutte intérieure, hocha la tête en signe d'assentiment. Alexandre sentit une vague d'émotion le submerger. C'était plus qu'une bonne action ou un acte de charité. C'était un engagement, une promesse envers ses enfants qu'il avait l'intention de tenir quoi qu'il en coûte. « D'accord, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « D'accord, on va faire ça ensemble. Je vous promets que les choses vont s'améliorer à partir de maintenant. » Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, baignant le toit de sa lumière chaude, Alexandre ressentit un sentiment de but comme il n'en avait jamais éprouvé auparavant. La route à venir serait difficile, semée d'obstacles et de revers. Mais en regardant les visages de ses enfants, l'espoir prudent de Jules, le sourire timide de Léa, la confiance émerveillée de Sophie et même le sommeil fiévreux mais paisible de Mathis, il savait qu'il était exactement là où il devait être. Le millionnaire solitaire avait trouvé sa famille et plus rien ne serait jamais pareil. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités pour Alexandre Boisnoir. Son penthouse, autrefois symbole de son isolement, était devenu un centre de planification frénétique et de préparation. Chaque surface disponible était couverte de papiers, documents juridiques, listes de propriétés et notes griffonnées à la hâte. Son téléphone sonnait sans cesse, alors qu'il appelait pour des faveurs, prenait des dispositions et naviguait dans le complexe réseau de bureaucratie qui se dressait entre les enfants et leur nouvelle vie. Alexandre avait toujours été un homme d'action, mais jamais il ne s'était senti aussi motivé, aussi concentré. Les visages de Jules, Léa, Mathis et Sophie étaient constamment dans son esprit, l'encourageant chaque fois qu'il se sentait submergé par l'énormité de la tâche qui l'attendait. Le troisième jour, alors qu'il étudiait une pile de paperasse, son assistante, Marie, entra dans la pièce. Elle était avec lui depuis des années, une présence constante dans sa vie, mais il réalisa avec un sursaut qu'il ne savait presque rien de sa vie personnelle. C'était juste une des nombreuses choses qu'il était déterminé à changer. « Monsieur Boisnoir, » dit Marie, son ton mêlant inquiétude et curiosité, « j'ai fait tous les arrangements que vous avez demandés. La maison dans le 16e arrondissement est prête, entièrement meublée et approvisionnée. Mais monsieur, si je peux me permettre, que se passe-t-il exactement ?» Alexandre leva les yeux, voyant l'inquiétude dans les yeux de Marie. Il réalisa que son comportement au cours des derniers jours avait dû sembler erratique, voire alarmant, pour ceux qui le connaissaient comme l'homme d'affaires froidement efficace qu'il avait toujours été. Avec une profonde inspiration, il commença à expliquer. Il parla à Marie des enfants, de la promesse qu'il avait faite et de sa détermination à leur offrir une vie meilleure. En parlant, il pouvait voir la surprise dans ses yeux, laisser lentement place à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait suspicieusement à de la fierté. « Je vois, » dit Marie quand il eut fini. « Eh bien, monsieur Boisnoir, il semble que vous ayez un sacré défi devant vous. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider ?» Alexandre ressentit une vague de gratitude
pour son soutien indéfectible. « En fait, oui, dit-il. J'aurais besoin de votre aide pour quelque chose d'important. » 1 heure plus tard, Alexandre se retrouva une fois de plus à grimper l'escalier de secours menant au toit où vivaient les enfants. Cette fois, cependant, il n'était pas seul. Marie suivait de près, portant des sacs remplis de nouveaux vêtements et d'objets personnels pour chaque enfant. En atteignant le sommet, Alexandre fut soulagé de voir les 4 enfants présents. Mathis, remarqua-t-il avec satisfaction, semblait aller beaucoup mieux, la fièvre ayant finalement baissé grâce aux médicaments. « Bonjour à tous, dit Alexandre, souriant alors que les enfants se rassemblaient autour de lui. « J'ai des nouvelles pour vous et j'ai amené quelqu'un que j'aimerais vous présenter. » Il présenta Marie, expliquant qu'elle était quelqu'un en qui il avait une confiance totale et qui les aiderait dans leur transition vers leur nouveau foyer. Les enfants la regardèrent d'abord avec méfiance, mais le sourire chaleureux et le comportement doux de Marie les mirent bientôt à l'aise. « Maintenant, dit Alexandre, une fois les présentations terminées, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai trouvé un endroit où nous pouvons vivre. » Les réactions des enfants furent un mélange d'excitation et d'appréhension. Les yeux de Léa s'illuminèrent d'espoir, tandis que ceux de Jules se plissèrent de suspicion. « Quel genre d'endroit ?» demanda Jules avec prudence. « C'est une maison, » expliqua Alexandre, « dans un quartier calme du 16e arrondissement. Il y a beaucoup de place pour nous tous, un jardin et c'est près de bonnes écoles. » Il fit une pause, regardant chaque enfant dans les yeux. « Je sais que c'est un grand changement et que ça peut faire peur, mais je vous promets que c'est une bonne chose. Vous serez en sécurité là-bas, et nous serons ensemble. » Sophie, la plus jeune, tira sur sa manche. « On aura nos propres chambres ?» demanda-t-elle, sa voix petite mais pleine d'espoir. Alexandre sourit, s'agenouillant à son niveau. « Oui, Sophie, vous aurez chacun votre propre chambre, et on pourra les décorer comme vous voulez. » Alors que la réalité de la situation commençait à s'installer, l'excitation des enfants grandit. Même Jules, malgré ses efforts pour rester stoïque, ne pouvait cacher l'étincelle d'espoir dans ses yeux. « Quand est-ce qu'on y va ?» demanda Léa, pratiquement en train de sautiller d'anticipation. « Aujourd'hui, si vous êtes prêts, » répondit Alexandre. « Marie a apporté de nouveaux vêtements pour chacun d'entre vous. Une fois que vous serez changés, on pourra partir quand vous voudrez. » L'heure suivante fut une frénésie d'activité, alors que les enfants changeaient de vêtements et emballaient le peu de possessions qu'ils avaient. Alexandre et Marie aidèrent, emballant soigneusement les quelques objets précieux que les enfants avaient réussi à conserver pendant leur temps dans la rue. Alors qu'ils se préparaient à partir, Alexandre remarqua que Jules restait en retrait, l'air troublé. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jules ?» demanda-t-il doucement. Jules hésita, puis parla à voix basse. « Et si ça ne marche pas ? Si vous décidez que vous ne voulez plus de nous ?» Le cœur d'Alexandre se serra face à la peur et à la vulnérabilité dans la voix du garçon. Il posa une main sur l'épaule de Jules, le regardant droit dans les yeux. « Jules, je veux que tu m'écoutes très attentivement, dit-il. Ce n'est pas temporaire, ce n'est pas un essai. À partir de ce moment, vous faites tous partie de ma famille. Peu importe ce qui arrive, peu importe à quel point les choses peuvent devenir difficiles, je ne vous abandonnerai jamais, jamais. Tu comprends ?» Jules scruta le visage d'Alexandre, cherchant le moindre signe de tromperie. N'en trouvant aucun, il hocha lentement la tête, une seule larme s'échappant sur sa joue. « D'accord, » chuchota-t-il. « Je vous crois. » Avec ces mots, la dernière barrière tomba. En groupe, ils descendirent l'escalier de secours pour la dernière fois. En bas, un SUV noir élégant les attendait pour les emmener vers leur nouveau foyer. Alors qu'ils traversaient les rues de la ville, Alexandre observait les visages des enfants, s'émerveillant du mélange d'émotions qui s'y jouait. La peur, l'excitation, l'espoir et l'émerveillement se mêlaient alors qu'ils laissaient derrière eux le seul monde qu'ils avaient connu depuis si longtemps. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant une charmante maison de ville, dans une rue bordée d'arbres du 16e arrondissement, Alexandre ressentit un sentiment de retour chez soi qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Cette maison, avec ses briques rouges chaleureuses et son perron accueillant, représentait plus qu'un simple lieu de vie. C'était un nouveau départ, une chance de créer la famille dont il avait toujours rêvé. Alors qu'ils montèrent les marches et qu'Alexandre déverrouillait la porte, il sentit une petite main se glisser dans la sienne. En baissant les yeux, il vit Sophie lui sourire, ses yeux brillants de confiance et d'espoir. « On est à la maison maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Alexandre serra doucement sa main, le cœur débordant d'émotion. « Oui, Sophie », répondit-il, la voix épaisse d'émotion. «
Nous sommes à la maison. » Et sur ces mots, ils franchirent ensemble le seuil, prêts à commencer leur nouvelle vie en famille. Les premiers rayons du soleil matinal filtraient à travers les rideaux de la nouvelle chambre d'Alexandre Boisnoir, dans la maison de ville du 16e arrondissement. Pendant un moment, alors qu'il clignait des yeux pour se réveiller, il se sentit désorienté. La pièce était plus petite que sa suite pentouse, les bruits du quartier déjà en train de filtrer par la fenêtre. Puis il se souvint. C'était chez lui maintenant. Alors qu'il descendait les escaliers, la maison était silencieuse. Cela faisait une semaine qu'ils avaient tous emménagé, et chaque jour apportait de nouveaux défis et de nouvelles joies. Les enfants s'adaptaient encore à leur nouvelle réalité, tout comme Alexandre lui-même. Il trouva Jules déjà dans la cuisine, essayant maladroitement de préparer le petit déjeuner. L'adolescent avait pris sur lui d'aider partout où il le pouvait, sa façon de contribuer à leur nouvelle dynamique familiale. « Bonjour Jules », dit Alexandre en souriant en entrant dans la pièce. « Tu as besoin d'aide avec ça ?» Jules leva les yeux, un mélange de soulagement et d'embarras sur son visage. « Que j'essayais de faire des crêpes, » admit-il, « mais je crois que j'ai raté la pâte. » Alexandre rit, s'approchant pour inspecter le bol de mélange grumeleux. « Pas de souci, dit-il. On va arranger ça ensemble. Pourquoi tu ne commencerais pas le café pendant que je m'occupe de ça ?» Alors qu'ils s'affairèrent dans la cuisine, travaillant dans un silence complice, Alexandre s'émerveilla de la naturalité de la situation. Une semaine auparavant, il était un millionnaire solitaire, et Jules un gamin des rues méfiant de tous les adultes. Maintenant, les voilà en train de préparer le petit déjeuner ensemble, comme s'ils le faisaient depuis des années. Peu à peu, les autres enfants commencèrent à apparaître. Léa, ses cheveux encore ébouriffés par le sommeil, entra la première, suivie de près par Sophie, qui serrait l'ours en peluche qu'Alexandre lui avait acheté. Mathis fut le dernier à arriver, se déplaçant encore lentement alors qu'il se remettait de sa maladie. « Bonjour tout le monde », dit joyeusement Alexandre. « Qui est prêt pour des crêpes ?» Alors qu'ils s'asseyaient autour de la table, se passant le sirop et le beurre, Alexandre ne put s'empêcher de ressentir une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ça a été ça, réalisa-t-il, qui lui avait manqué depuis toujours. La simple joie de partager un repas avec des gens qu'on aime. Après le petit déjeuner, alors que les enfants débarrassèrent la table, une nouvelle routine à laquelle il s'habituait encore, le téléphone d'Alexandre vibra. C'était un message du conseil d'administration de son entreprise, lui rappelant une importante réunion plus tard dans la journée. La réalité le rattrapa brutalement. Dans le tourbillon de la semaine passée, Alexandre avait presque oublié ses responsabilités professionnelles. Il avait travaillé à distance, gérant les affaires urgentes par email et appels téléphoniques, mais il savait qu'il ne pouvait plus repousser la confrontation avec le conseil d'administration. « Je dois aller au bureau aujourd'hui », annonça-t-il, essayant de garder un ton léger. « Mais je serai de retour pour le dîner, je vous le promets. » Les réactions des enfants furent immédiates et variées. La lèvre inférieure de Sophie trembla, tandis que Mathis semblait inquiet. Léa essaya de cacher sa déception, mais c'était clair dans ses yeux. Jules, toujours le grand frère protecteur, se redressa. « On s'en sortira », dit-il fermement, bien qu'Alexandre puisse entendre l'incertitude sous ses paroles. « On peut s'occuper de nous-mêmes pendant une journée. » Alexandre ressentit une pointe de culpabilité. Il savait que les enfants avaient encore peur d'être abandonnés, malgré ses assurances. « Je sais que vous le pouvez, » dit-il doucement, « mais vous n'avez pas à le faire. Marie sera là pour vous aider, et je ne suis qu'à un coup de fil si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Alors qu'il se préparait à partir, enfilant un costume qui semblait étrangement étranger après une semaine en vêtements décontractés, Alexandre se retrouva pris dans un câlin de groupe impromptu. Le geste spontané et sincère lui mit presque les larmes aux yeux. « Je serai de retour avant que vous ne vous en rendiez compte », promit-il, donnant à chaque enfant une étreinte rassurante avant de se diriger vers la porte. Le trajet jusqu'à son bureau ressemblait à un voyage dans un autre monde. Alors qu'il traversait le hall étincelant de Boisnoir Enterprise, il était pleinement conscient des regards et des chuchotements qui le suivaient. La nouvelle de sa soudaine sabbatique et de son comportement inhabituel avait clairement fait le tour. Dans la salle du conseil, Alexandre fit face à une avalanche de questions et de préoccupations de la part de ses collègues dirigeants. Où avait-il été? Que se passait-il? Avait-il l'intention de démissionner? Prenant une profonde inspiration, Alexandre se leva pour s'adresser à la salle. « Je comprends vos inquiétudes, » commença-t-il, « et je vous dois à tous une explication.
Au cours de l'heure suivante, Alexandre partagea son histoire. Il leur parla de sa rencontre avec les enfants, de la promesse qu'il avait faite et de son nouveau sens du but. Alors qu'il parlait, il pouvait voir les expressions autour de la table passer de la confusion et du scepticisme à la compréhension et, dans certains cas, à l'admiration. « Je ne démissionne pas », conclut-il, « mais je propose quelques changements. Je veux rediriger une partie importante de nos dons caritatifs vers des programmes qui aident les jeunes sans-abri et à risque. Et je prendrai un rôle moins actif dans les opérations quotidiennes pour me concentrer sur cette initiative. » Il y eut un moment de silence alors que les membres du conseil digéraient ces paroles. Puis, à la surprise et au soulagement d'Alexandre, ils commencèrent à hocher la tête en signe d'accord. Un par un, ils exprimèrent leur soutien à sa vision. À la fin de la réunion, Alexandre sentit un poids se lever de ses épaules. Il avait craint que sa nouvelle vie ne soit incompatible avec son ancienne, mais il voyait maintenant qu'il était possible de faire le pont entre les deux mondes. Dynamisé par le résultat positif, Alexandre quitta le bureau tôt, s'arrêtant en chemin pour acheter des ingrédients pour un dîner spécial. En montant les marches de la maison de ville, il pouvait entendre des rires et de la musique venant de l'intérieur. En ouvrant la porte, il fut accueilli par une vue qui fit gonfler son cœur. Les enfants étaient dans le salon, engagés dans une fête de danse improvisée. Même Jules, habituellement si réservé, faisait tournoyer Sophie, tous deux riant aux éclats. Léa fut la première à le remarquer. « Alexandre !» s'écria-t-elle, courant pour lui faire un câlin. « Vous êtes rentré tôt. » Alors que les autres se rassemblaient autour de lui, le bombardant de questions sur sa journée et regardant avec curiosité les sacs d'épicerie, Alexandre sentit un sentiment de paix l'envahir. C'était là, réalisa-t-il, qu'il appartenait vraiment. « Qui veut m'aider à préparer le dîner ?» demanda-t-il, souriant alors qu'un chœur de « moi » éclatait du groupe. Alors qu'ils se dirigèrent vers la cuisine, riant et bavardant, Alexandre savait qu'il avait fait le bon choix. La route à venir pourrait être difficile, mais avec sa nouvelle famille à ses côtés, il était prêt à affronter tout ce qui se présenterait. Le millionnaire solitaire n'était plus seul, et l'avenir n'avait jamais paru aussi prometteur. Alors que les semaines se transformaient en mois, la maisonnée Bois-Noir s'installa dans un rythme confortable. Alexandre avait réussi à restructurer sa vie professionnelle pour passer plus de temps à la maison, et les enfants s'épanouissaient dans leur nouvel environnement. Mathis et Sophie avaient recommencé l'école, tandis que Léa rattrapait des années d'éducation manquées avec un tuteur privé. Jules, initialement réticent à l'idée de retourner à l'école, avait finalement accepté de s'inscrire à un programme pour passer son brevet. C'était un matin d'automne frais quand le premier vrai défi à leur nouvelle harmonie arriva. Alexandre était dans la cuisine, préparant les déjeuners pour les plus jeunes, quand son téléphone sonna. L'identifiant indiquait que c'était Marie qui devait récupérer Mathis et Sophie à l'école plus tard dans la journée. « Monsieur Bois-Noir ?» La voix de Marie était tendue. « Je suis à l'hôpital. Ma mère a fait une chute. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas aller chercher les enfants aujourd'hui. » Alexandre la rassura, lui disant de prendre tout le temps dont elle avait besoin. En raccrochant, il réalisa qu'il avait un problème. Il avait une importante réunion avec des investisseurs cet après-midi, une réunion qui avait déjà été reportée 2 fois. Il ne pouvait pas la manquer, mais il ne pouvait pas non plus laisser Mathis et Sophie bloqués à l'école. À ce moment-là, Jules entra dans la cuisine, attrapant une pomme dans le panier à fruits. Alexandre eut une idée. « Jules, dit-il, comment te sentirais-tu d'aller chercher Mathis et Sophie à l'école aujourd'hui? J'ai une réunion que je ne peux pas reporter, et Marie a une urgence familiale. » Les yeux de Jules s'élargirent de surprise. « Moi? Vous êtes sûr ?» Alexandre hocha la tête. « Je te fais confiance, Jules. Tu es responsable et les enfants t'admirent. Je peux compter sur toi pour ça ?» Un mélange d'émotions passa sur le visage de Jules. Fierté, nervosité et finalement détermination. « Ouais, dit-il, se tenant un peu plus droit. Je peux le faire. » Alexandre sourit, le soulagement l'envahissant. Il donna à Jules des instructions détaillées, des numéros de contact d'urgence et assez d'argent pour un taxi aller-retour. Alors que Jules partait pour son cours de brevet, Alexandre ne put s'empêcher de ressentir une vague de fierté. Le garçon renfrogné et méfiant qu'il avait rencontré sur ce toit était en train de devenir un jeune homme responsable. La journée se déroula sans heurts jusqu'au milieu de l'après-midi, quand le téléphone d'Alexandre vibra pendant sa réunion avec les investisseurs. S'excusant, il sortit pour prendre l'appel. C'était l'école. « Monsieur Bois-Noir »
La voix du directeur était sévère. « Il y a eu un incident impliquant Mathis. Nous avons besoin que vous veniez à l'école immédiatement. » Le cœur d'Alexandre s'emballa alors qu'il se précipitait vers l'école, son esprit imaginant les pires scénarios. Quand il arriva, il trouva Mathis assis devant le bureau du directeur, ses vêtements sales et son visage couvert de larmes. Jules était là aussi, l'air inquiet et dépassé. « Que s'est-il passé ?» demanda Alexandre, s'agenouillant devant Mathis. Entre deux sanglots, Mathis expliqua. Un camarade de classe s'était moqué de lui pour avoir été adopté, l'appelant un cas de charité. Mathis avait réagi en poussant le garçon, ce qui avait conduit à une bagarre qui s'était terminée avec les deux dans le bureau du directeur. Le cœur d'Alexandre se serra pour Mathis. Il prit le garçon dans ses bras, lui murmurant des paroles rassurantes. Puis, prenant une profonde inspiration, il se leva pour faire face au directeur. L'heure suivante fut un tourbillon de discussions sur les politiques scolaires, le harcèlement et les réponses appropriées à la provocation. Alexandre défendit Mathis férocement, insistant pour que l'école prenne des mesures contre le harcèlement qui avait conduit à l'incident. Au moment où ils partirent, Mathis avait une suspension d'1 jour, qu'Alexandre trouvait injuste en privé, et l'école avait promis de mettre en place des mesures anti-harcèlement plus strictes. Alors qu'il marchait vers la voiture, Alexandre remarqua le comportement inhabituellement silencieux de Jules. « Ça va ?» demanda-t-il. Jules haussa les épaules, évitant le regard d'Alexandre. « J'aurais dû être là plus tôt, » dit-il doucement. « Si j'étais arrivé à l'heure, peut-être que ça ne serait pas arrivé. » Alexandre s'arrêta, se tournant pour faire face à Jules. « Ce n'est pas de ta faute, » dit-il fermement. « Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Parfois, des choses arrivent qui sont hors de notre contrôle. Ce qui compte, c'est comment on les gère. » Jules hocha la tête, mais Alexandre pouvait voir qu'il était encore troublé. Alors qu'il rentrait en voiture, l'esprit d'Alexandre s'emballait. Il savait qu'il y aurait des défis, mais il n'avait pas anticipé quelque chose comme ça. Comment pouvait-il protéger les enfants de la cruauté du monde tout en leur permettant de grandir et d'apprendre? À la maison, ils trouvèrent Léa et Sophie qui attendaient anxieusement. La nouvelle de l'incident leur était déjà parvenue. Dès qu'ils entrèrent, Sophie se jeta sur Mathis, le serrant fort dans ses bras. Léa planait à proximité, son visage un masque d'inquiétude. Ce soir-là, après que les plus jeunes soient au lit, Alexandre convoqua une réunion de famille avec Jules et Léa. Ils se rassemblèrent dans le salon, l'atmosphère lourde d'inquiétude non exprimée. « Je sais que la journée a été difficile, » commença Alexandre. « Et je veux que vous sachiez à quel point je suis fier de vous tous. Mathis pour s'être défendu, Jules pour avoir assumé et géré une situation difficile, et Léa pour avoir été une sœur si solidaire. » Il fit une pause, regardant chacun d'eux dans les yeux. « Mais je veux aussi que vous sachiez que c'est normal d'être bouleversé. C'est normal d'être en colère ou effrayé ou confus. Nous sommes une famille, et cela signifie que nous affrontons ces défis ensemble. » Alors qu'il parlait tard dans la nuit, Alexandre fut frappé par la résilience de ses enfants. Ils avaient fait face à tant de difficultés dans leur jeune vie, et pourtant, ils étaient là, se soutenant les uns les autres, offrant des paroles d'encouragement et de compréhension. Avant d'aller se coucher, Léa prit la parole. « Alexandre, » dit-elle avec hésitation, « regrettez-vous de nous avoir recueillis à cause de tous ces problèmes ?» Alexandre sentit sa gorge se serrer d'émotion. Il les rassembla tous les trois dans un câlin collectif. « Jamais, » dit-il fermement. « Vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Nous sommes une famille, et les familles restent unies, quoi qu'il arrive. » Alors qu'il les regardait partir se coucher, Alexandre ressentit un sentiment renouvelé de détermination. Oui, il y aurait des défis. Oui, il y aurait des jours difficiles. Mais ils les affronteraient ensemble, en famille. Et au final, c'était tout ce qui comptait. Le millionnaire solitaire avait trouvé son but, sa famille. Et bien que la route devant eux puisse être chaoteuse par moments, il ne l'aurait pas voulu autrement. Alors que l'hiver s'installait sur Paris, apportant avec lui un manteau de neige et de joie des fêtes, la maisonnée Bois Noir était plus occupée que jamais. Alexandre s'était jeté corps et âme dans la préparation de leur premier Noël ensemble, déterminé à créer des souvenirs heureux pour effacer les difficultés de l'année passée. Le salon était dominé par un immense sapin de Noël, ses branches chargées d'une collection hétéroclite d'ornements, certains coûteux et élégants, d'autres clairement faits main par les enfants. C'était une représentation parfaite de leur famille recomposée, pensa Alexandre avec un sourire.
Un samedi matin frisquet, alors qu'Alexandre aidait Sophie à enfiler des guirlandes de pop-corn pour l'arbre, la sonnette retentit. S'essuyant les mains sur son jean, il alla répondre, s'attendant peut-être à une livraison ou à un voisin. Au lieu de cela, il se retrouva face à face avec une femme qu'il n'avait pas vue depuis plus de 30 ans. « Bonjour Alex », dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Ça fait longtemps. » Alexandre eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. « Madame Rodriguez ?» parvint-il à balbutier. « Que faites-vous ici ?» Elena Rodriguez, autrefois femme de ménage de sa famille, et maintenant une femme dans la soixantaine aux cheveux striés d'argent, se tenait sur son pas de porte, ses yeux emplis d'un mélange de détermination et d'appréhension. « Je pense que nous devons parler, Alex, » dit-elle. « Puis-je entrer ?» Encore sous le choc, Alexandre s'écarta pour la laisser entrer. En fermant la porte derrière elle, son esprit s'emballait. Pourquoi était-elle ici? Comment l'avait-elle trouvée? Et pourquoi maintenant, après toutes ces années? Sophie jeta un coup d'œil depuis le salon, la curiosité inscrite sur tout son visage. Alexandre? Qui sait? Les yeux d'Elena s'élargirent à la vue de la petite fille. « Je vois que les rumeurs sont vraies, » murmura-t-elle. Alexandre posa une main douce sur l'épaule de Sophie. « Sophie, ma chérie, c'est Madame Rodriguez, c'est une vieille amie. Pourquoi n'irais-tu pas voir si Léa a besoin d'aide pour ses devoirs ?» Une fois Sophie disparue à l'étage, Alexandre conduisit Elena à la cuisine. Alors qu'il s'affairait à faire du café, plus par habitude que par hospitalité, il essayait de rassembler ses pensées. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il finalement, posant une tasse fumante devant elle. Elena enroula ses mains autour de la tasse, comme pour puiser de la force dans sa chaleur. « Ce n'était pas difficile, » dit-elle. « Vous avez fait la une des journaux récemment. Votre changement de style de vie a attiré l'attention. » Alexandre hocha la tête. Il savait que sa décision d'adopter les enfants ferait des vagues dans certains cercles, mais il n'avait pas pensé à quel point ces ondulations pourraient s'étendre. « Pourquoi êtes-vous ici, Madame Rodriguez ?» demanda-t-il, sa voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Elena soutint son regard fermement. « Je suis ici à cause de Léa, » dit-elle. Alexandre sentit son cœur manquer un battement. « Quoi à propos de Léa ?»« C'est ma petite fille, Alex. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds d'implications. Alexandre eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-il. Mais même en le disant, son esprit s'emballait, assemblant les pièces. L'âge de Léa, son passé, le timing de tout ça. Elena fouilla dans son sac et en sortit une photo jaunie. Elle montrait une version plus jeune d'elle-même, debout à côté d'une jeune femme souriante qui ressemblait étrangement à Léa. « C'est ma fille, Maria », dit doucement Elena. « La mère de Léa. » Alexandre s'effondra sur une chaise, ses jambes soudainement incapables de le soutenir. « Mais comment ?» parvint-il à demander. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. « Après que votre père m'ait licencié, les choses ont été difficiles. Maria n'était qu'une adolescente. Elle a mal tourné, a commencé à se droguer. Au moment où Léa est née, elle n'était pas en état de s'occuper d'un enfant. J'ai élevé Léa pendant les premières années, mais ensuite, elle s'interrompit, sa voix étranglée par l'émotion. Alexandre se surprit à tendre la main pour tapoter la sienne. Un geste de réconfort qui les surprit tous les deux. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement. Elena prit une respiration tremblante. « Je suis tombée malade. Cancer. Je ne pouvais plus m'occuper de Léa et Maria. Elle a essayé, mais elle n'était pas prête. Elle a laissé Léa avec son petit ami et a disparu. C'est comme ça que Léa s'est retrouvée dans la rue. » L'esprit d'Alexandre était en ébullition. Il pensait à Léa, aux épreuves qu'elle avait endurées, au coup du sort qu'il avait amené dans sa vie. Et maintenant, découvrir ce lien avec son propre passé. « Léa est-elle au courant ?» demanda-t-il. Elena secoua la tête. « Non, je n'étais pas sûr de devoir lui dire. C'est en partie pour ça que je suis ici. J'avais besoin de voir par moi-même, de m'assurer qu'elle allait bien. Et pour vous demander, que devrions-nous faire ?» Alexandre passa une main dans ses cheveux, ses pensées en tumulte. Il pensait à Léa, à quel point elle avait progressé, à la confiance qu'elle avait placée en lui. Et il pensait à la promesse qu'il avait faite à tous les enfants, d'être leur famille, quoi qu'il arrive. « Nous lui dirons la vérité, » dit-il finalement. « Elle mérite de savoir. Mais Madame Rodriguez, Elena, vous devez comprendre. Léa est ma fille maintenant. Je l'ai adoptée légalement et dans mon cœur.
Cela ne changera pas. Helena hocha la tête, un petit sourire perçant à travers ses larmes. « Je ne voudrais pas que cela change, dit-elle. Je peux voir à quel point vous tenez à elle, à eux tous. Je veux faire partie de sa vie si elle veut bien de moi. » Alexandre tendit la main et serra celle d'Helena. « On trouvera une solution, promit-il. Ensemble. » Comme pour confirmer ses paroles, ils entendirent des pas dans l'escalier. La voix de Léa flotta jusqu'à eux, appelant « Alexandre, tout va bien ?» Alexandre et Helena échangèrent un regard. C'était le moment, un instant qui allait tout changer. Encore une fois. « J'arrive, Léa, » répondit Alexandre. Puis, se tournant vers Helena, il dit doucement « Vous êtes prête ?» Helena hocha la tête, essuyant ses yeux et redressant ses épaules. « J'ai attendu ce moment pendant 12 ans, dit-elle. Je suis prête. » Alors qu'il se levait pour quitter la cuisine, Alexandre ressentit un mélange d'émotions le submerger. Peur, espoir, détermination. Mais sous-jacent à tout cela, il y avait un sentiment de justesse. C'était un autre défi, certes, mais c'était aussi une opportunité. Une opportunité d'apporter plus d'amour, plus de famille dans la vie de Léa, dans toute leur vie. Le millionnaire solitaire avait appris que la famille pouvait prendre de nombreuses formes et que l'amour avait une façon de s'étendre pour les englober toutes. Alors qu'il se préparait à présenter Léa à sa grand-mère, il savait que quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient comme ils avaient affronté tout le reste, ensemble. Les semaines qui suivirent la révélation d'Helena furent un tourbillon d'émotions pour la famille Boisnoir. Le choc et l'incrédulité initiaux de Léa avaient cédé la place à un mélange complexe de sentiments. Curiosité, colère, espoir et peur se livrèrent bataille en elle. Alexandre se retrouvait à marcher sur une ligne délicate, soutenant Léa, alors qu'elle digérait cette nouvelle information, tout en essayant de maintenir la stabilité de leur unité familiale. C'était un matin de printemps frais, lorsqu'Alexandre décida qu'il était temps pour une sortie en famille. Il avait remarqué la tension qui s'était infiltrée dans leur maison, la façon prudente dont les autres enfants marchaient sur des œufs autour des sautes d'humeur de Léa, les regards inquiets que Jules lui lançait. Ils avaient besoin d'une pause, d'une chance de se reconnecter et de se rappeler ce qui les avait réunis en premier lieu. « Faites vos sacs », annonça-t-il au petit déjeuner, souriant face au visage confus autour de la table. « On part à l'aventure. » 2 heures plus tard, ils étaient entassés dans le SUV d'Alexandre, en route hors de la ville. Alors que les gratte-ciels cédèrent la place aux collines verdoyantes et aux forêts, l'ambiance dans la voiture s'allégea. Sarah et Mathis jouaient à « Je vois », leur rire emplissant le véhicule. Même Jules, qui avait été plus silencieux que d'habitude ces derniers temps, semblait se détendre, sa tête bougeant au rythme de la musique à la radio. Léa était assise sur le siège passager avant, le front pressé contre la vitre, regardant le paysage défiler. Alexandre lui jeta un coup d'œil, l'inquiétude plissant son front. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Léa se tourna vers lui, un petit sourire tirant sur ses lèvres. « Ouais, » dit-elle, « je réfléchis juste. » Alexandre hocha la tête, comprenant le poids derrière ces simples mots. « Tu sais, » dit-il, gardant sa voix basse pour que les autres n'entendent pas, « c'est normal d'être confuse, ou en colère, ou effrayée. Ce que tu traverses, c'est beaucoup. » Léa resta silencieuse un moment, puis dit « Je n'arrête pas de penser à ma mère. À pourquoi elle est partie, est-ce qu'elle ne voulait pas de moi ?» Alexandre sentit son cœur se serrer. Il gara la voiture sur le côté de la route, ignorant les questions curieuses venant de l'arrière. Se tournant pour faire face à Léa, il prit ses mains dans les siennes. « Léa, » dit-il, sa voix ferme mais douce, « je veux que tu m'écoutes très attentivement. Les actions de ta mère n'étaient pas à propos de toi. Elles concernaient ses propres luttes, sa propre douleur. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aimait pas. Et ça ne veut certainement pas dire que tu n'étais pas digne d'amour. » Des larmes montèrent aux yeux de Léa. « Mais alors pourquoi tout le monde est parti? Ma mère, ma grand-mère, pourquoi personne ne voulait de moi ?» Alexandre la prit dans ses bras, sentant son corps secoué de sanglots silencieux. « Oh, ma chérie, murmura-t-il, il voulait un de toi. Parfois, la vie devient juste compliquée, mais je veux que tu saches ceci, je veux de toi. Jules, Mathis, Sophie, nous voulons tous de toi. Tu fais partie de notre famille, et ça ne changera jamais. » Alors que les larmes de Léa se calmaient, Alexandre prit conscience d'un mouvement sur la banquette arrière. Il leva les yeux pour voir Jules, Mathis et Sophie penchés en avant, leur visage empreint d'inquiétude.
Câlin collectif, suggéra timidement Sophie. Léa laissa échapper un rire mouillé et hocha la tête. Soudain, l'avant du SUV devint un enchevêtrement de bras et de corps, alors que toute la famille enveloppait Léa dans une étreinte chaleureuse. Lorsqu'ils se démêlèrent enfin, Alexandre vit une nouvelle lueur dans les yeux de Léa. La douleur n'était pas partie, mais il y avait autre chose aussi, de l'acceptation, peut-être même de l'espoir. Ils continuèrent leur voyage, l'atmosphère dans la voiture sensiblement plus légère. Alors qu'ils tournaient à un virage, un lac étendu apparut, sa surface scintillant sous le soleil printanier. « Surprise !» annonça Alexandre. « Bienvenue au lac d'Annecy. J'ai loué un chalet pour la semaine. » L'excitation des enfants était palpable alors qu'ils sortaient en trombe de la voiture, se précipitant pour explorer leur maison temporaire. Alexandre les regardait, un sentiment de contentement l'envahissant. C'était ça, la famille. Être là les uns pour les autres dans les moments difficiles, célébrer les bons moments. La semaine passa dans un tourbillon d'activités, randonnée, pêche, grillage de marshmallows autour d'un feu de camp. Alexandre observait la tension s'évacuer lentement de ses enfants, remplacée par des rires et une camaraderie facile. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le ponton à regarder le coucher de soleil peindre le ciel de brillants oranges et roses, Léa prit la parole. « Je pense que je veux apprendre à la connaître. Ma grand-mère, je veux dire. » Alexandre hocha la tête, s'étant attendu à ce que ce moment arrive. « Je pense que c'est une excellente idée, » dit-il. « On peut y aller doucement. Peut-être commencer par un dîner chez nous. » Léa appuya sa tête contre son épaule. « Vous serez là, à chaque étape du chemin, » promit Alexandre. Alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient derrière les montagnes, Alexandre regarda les visages de ses enfants. Jules, essayant d'apprendre à Mathis comment faire des ricochets à la surface du lac, Sophie, blottie à côté de lui, ses yeux lourds de sommeil, et Léa, une nouvelle paix s'installant sur ses traits. Il pensa à quel point ils étaient venus loin, aux défis qu'ils avaient affrontés et surmontés ensemble. Il y aurait d'autres obstacles à venir, il le savait. Intégrer Elena dans leur vie, aider Léa à naviguer dans ses sentiments compliqués sur son passé, continuer à construire un foyer stable et aimant pour eux tous, rien de tout cela ne serait facile. Mais en regardant sa famille maintenant, Alexandre ressentit une vague de confiance. Ils avaient déjà traversé des tempêtes et ils traverseraient ce qui viendrait ensuite. Parce que c'est ce que font les familles. Elles restent unies, elles se soutiennent mutuellement, elles s'aiment inconditionnellement. Alors que les premières étoiles commençaient à scintiller dans le ciel s'assombrissant, Alexandre fit un vœu silencieux. Il continuerait à être le père dont ses enfants avaient besoin, à leur fournir la stabilité et l'amour qu'ils méritaient. Et il embrasserait tous les nouveaux défis ou joies que la vie apporterait, reconnaissant pour le précieux cadeau qu'il avait reçu, le cadeau de la famille. Le millionnaire solitaire n'était plus seul. Il avait trouvé son but, sa joie, sa famille. Et alors qu'il était assis là, entouré des personnes qu'il aimait le plus au monde, Alexandre Boisnoir savait qu'il était enfin, vraiment, rentré chez lui. 1 an s'était écoulé depuis que la vie d'Alexandre Boisnoir avait été bouleversée par une rencontre fortuite avec une jeune pickpocket. Debout dans le jardin de leur maison de ville du 16e arrondissement, regardant sa famille et ses amis, se mêler sous des guirlandes de lumière scintillantes, il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de tout ce qui avait changé. L'occasion était une célébration, pas seulement de l'anniversaire de la formation de leur famille inhabituelle, mais de quelque chose d'encore plus spécial. Plus tôt dans la journée, dans un tribunal rempli de larmes et de sourires, Alexandre avait officiellement adopté Jules, Léa, Mathis et Sophie. Ils étaient maintenant, aux yeux de la loi, ce qu'ils avaient été dans leur cœur depuis des mois, la famille Boisnoir. Le regard d'Alexandre balaya l'assemblée, son cœur gonflé de fierté et d'amour. Jules, maintenant âgé de 17 ans, était plongé dans une conversation avec le partenaire commercial d'Alexandre, discutant du stage qu'il commencerait chez Boisnoir Enterprise pendant l'été. Le garçon en colère et méfiant d'il y a 1 an s'était épanoui en un jeune homme confiant avec ses propres rêves. Léa, le visage illuminé de rire, montrait à sa grand-mère Elena comment utiliser le nouvel appareil photo numérique qu'Alexandre lui avait offert. Le voyage pour intégrer Elena dans leur vie n'avait pas été facile, mais le lien grandissant entre grand-mère et petite-fille était beau à voir. Mathis et Sophie couraient avec un groupe d'enfants du voisinage, leurs cris de joie perçant l'air du soir.
Disparus étaient les enfants malades et renfermés qu'il avait d'abord rencontrés. À leur place se trouvaient des enfants vibrants et heureux, s'épanouissant dans la stabilité et l'amour de leur nouvelle famille. Marie, l'assistante d'Alexandre devenue amie, s'approcha de lui avec un sourire. Quel changement par rapport aux réunions du conseil et aux galas de charité, n'est-ce pas? Le taquina-t-elle doucement. Alexandre rit. Je ne l'échangerai pour rien au monde, répondit-il, ses yeux plissés de bonheur sincère. Comme sur un signal, un silence tomba sur l'assemblée. Alexandre se retourna pour voir Léa monter sur une petite estrade qu'ils avaient installée dans le jardin, microphone à la main. Ses sourcils se levèrent de surprise. Ce n'était pas prévu au programme. Bonjour tout le monde, commença Léa, sa voix légèrement tremblante. Nous voulions dire quelque chose. Elle fit signe à ses frères et sœurs de la rejoindre, et bientôt les 4 enfants se tenaient ensemble, face à la foule. Il y a 1 an, continua Léa, sa voix gagnant en force, nous étions perdus, seuls, effrayés. Elle fit une pause, avalant difficilement. Et puis nous avons rencontré Alexandre. Jules fit un pas en avant. Il ne nous a pas seulement donné un toit, dit-il. Il nous a donné une famille. Il nous a appris ce que signifie être aimé inconditionnellement. Mathis intervint, sa voix claire et confiante. Il nous a montré qu'il est normal de faire confiance, d'espérer, de rêver. Sophie, ne voulant pas être en reste, ajouta avec un grand sourire, « Et il fait vraiment de bonnes crêpes. » Un rire parcourut la foule. Alexandre sentit les larmes lui monter aux yeux. Léa reprit la parole, son regard trouvant Alexandre dans la foule. Mais surtout, il nous a appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question d'amour. C'est choisir l'un l'autre chaque jour. Les 4 enfants échangèrent un regard, puis dirent à l'unisson « Merci, papa, nous t'aimons ». Le jardin explosa en applaudissements alors qu'Alexandre se frayait un chemin jusqu'à l'estrade, rassemblant les 4 enfants dans une étreinte serrée. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. Alors que la fête continuait autour d'eux, Alexandre tenait ses enfants serrés, submergés par la profondeur de ses émotions. « Je vous aime aussi », murmura-t-il. « Tellement. » Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et le coucher des enfants, Alexandre se tenait à nouveau dans le jardin. Les guirlandes lumineuses scintillaient toujours au-dessus de lui, projetant une douce lueur sur l'espace maintenant silencieux. Il repensa à l'homme solitaire qu'il était il y a tout juste 1 an, l'homme qui avait tout et rien en même temps. Il songea au tournant du destin qui avait amené ces 4 enfants incroyables dans sa vie, aux défis qu'ils avaient affrontés et surmontés ensemble. L'esprit d'Alexandre vagabonda vers l'avenir qui s'étendait devant eux. Il y aurait d'autres défis, il le savait. Jules allait bientôt partir pour l'université. Léa montrait un vif intérêt pour la photographie, une passion qu'Alexandre était impatient de nourrir. Mathis et Sophie devenaient chaque jour plus indépendants. Et quelque part, peut-être, il y avait d'autres enfants qui avaient besoin du genre d'amour et de soutien que sa famille pouvait offrir. L'idée germait dans son esprit depuis des mois. Une fondation, peut-être, pour aider d'autres enfants dans des situations similaires. Un moyen d'étendre l'amour et la sécurité qu'il avait trouvé avec sa famille à d'autres qui en avaient désespérément besoin. Alors qu'il se tournait pour rentrer, le regard d'Alexandre tomba sur un petit ours en peluche usé, posé sur l'une des chaises de jardin. C'était l'ours qu'il avait acheté à Sophie lors de leur première sortie shopping ensemble, maintenant bien aimé et un peu abîmé. Il le ramassa, souriant au souvenir qu'il évoquait. À cet instant, tenant ce symbole tangible du voyage qu'ils avaient tous fait ensemble, Alexandre ressentit une profonde vague de gratitude l'envahir. Il était parti pour sauver ses enfants, pour leur donner une vie meilleure. Mais en vérité, il l'avait sauvé en retour. Il lui avait donné un but, de la joie et un amour plus profond qu'il n'avait jamais cru possible. En rentrant dans la maison, leur foyer, Alexandre Boisnoir savait avec une certitude absolue qu'il était exactement là où il devait être. Le millionnaire solitaire n'était plus seul. Il était un père, un protecteur, une lumière guide. Et alors qu'il montait les escaliers pour vérifier une dernière fois ses enfants endormis avant d'aller se coucher, son cœur débordait d'amour et de contentement. Le voyage avait été inattendu, difficile et totalement transformateur. Mais debout ici, au seuil de cette nouvelle vie qu'ils avaient construite ensemble, Alexandre savait qu'il ne changerait pas un seul pas de ce parcours, car il l'avait mené ici, à ce moment, à cette famille, à cet amour. Et cela, réalisa-t-il,
était la plus grande fortune de toutes.